Ouais, je vois juste le nombre d'inscriptions qui monte, du coup j'attends 2 secondes. Bonjour à tous. Eh ben, on est parti. Bienvenue à tous et merci d'être là pour ce dernier jour ouvré du confinement et pour ce web day qu'on a voulu voilà, pour commencer à préparer l'après. Donc pour me présenter rapidement, je suis Alban Renard, je suis le responsable du pôle expertise chez Cybercité. Euh, donc Cybercité, pour vous présenter très rapidement, on ne va pas perdre trop de temps là-dessus. On est une agence de web marketing qui existe depuis plus de 20 ans, un peu comme Google finalement. On a des agences un peu partout en France, sur Paris, sur le siège à Lyon, sur Chambéry, Nice, Rennes et Nantes. On est environ 130 collaborateurs aujourd'hui sur des expertises liées à l'acquisition de trafic en ligne, principalement historiquement le SEO, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, mais on est également très présent sur les stratégies de trafic payant, le SIA, le média, également sur les logiques d'inbound marketing avec notre solution Catch-up. On a une filiale également à Nisso qui s'occupe de la partie social media, dont vous aurez une intervention en fin de journée. Évidemment, la partie content marketing qui fait en grande partie le jeu du SEO et aussi toute une brique analytics et data analyse qu'on va traiter un petit peu aujourd'hui également. Nos clients, sans m'étendre sur le sujet, on travaille avec beaucoup de très jolies marques, des grandes PME, des moins grandes, des grands comptes. Donc voilà. Il y a un peu de bruit apparemment. Je vais essayer de pas trop toucher le micro pour que ça parasite pas trop. Voilà, donc aujourd'hui, le thème de la conférence, c'est de parler du SEO en mode quick win, c'est-à-dire comment on performe rapidement. Néanmoins, donc c'est une conf qui se veut assez opérationnelle, donc il y aura des éléments un peu techniques et voilà, pas mal d'analyses. On va quand même aussi reprendre un petit peu le périmètre du SEO aujourd'hui et le contexte tel qu'il est aujourd'hui. On va faire ça très rapidement, je vais essayer de ne pas vous donner trop de théorie et faire beaucoup de pratique. Donc déjà, il faut comprendre que on va partir de Google, c'est-à-dire que Google, finalement, si vous enlevez les contenus que vous lui fournissez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Google, vous le laissez crawler vos sites, utiliser votre bande passante, mais sans ça, finalement, c'est un peu une coquille vide. Donc, c'est-à-dire que Google a besoin et a toujours eu besoin des éditeurs pour finalement pouvoir exister et fournir de la publicité. Pour autant, ce qu'il vous propose en échange, c'est un deal gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'en échange de tout ce contenu que vous lui fournissez, il va vous fournir du trafic et des clics. Or, finalement, aujourd'hui, on peut se poser la question, avec les 2-3 années de recul qu'on a derrière nous sur les gros changements qui ont été faits sur la page de résultats de Google, sur le fait que ce deal gagnant-gagnant, il commence à être de plus en plus déséquilibré à l'avantage de Google. Google a une position dominante, donc forcément, il a moins besoin des éditeurs, il a son contenu qui est déjà à dispo et il est capable finalement de proposer tout un ensemble de choses. Donc la SERP aujourd'hui, elle ressemble à ça, grosso modo. Vous avez les 3 grands éléments qui font partie de la SERP. Donc, la SERP, c'est la Search Engine Result Page. Voilà, je vais peut-être l'utiliser un peu souvent. Donc la partie verte, qui est la partie organique dont on va vraiment parler aujourd'hui, la partie purement SEO et visibilité naturelle. La partie liens sponsorisés avec les liens sponsorisés, le Google Shopping, et également la partie recherche universelle et service Google qui peut être plus ou moins organique, plus ou moins payante selon les cas. C'est pas toujours très clair pour l'utilisateur final. Cette répartition et cette couverture de visibilité sur la page de résultats qui est finalement un média unique, elle se déséquilibre de plus en plus parce que la stratégie de Google, finalement, c'est dans un premier temps d'être passé d'un moteur de recherche à un moteur de réponse. J'ai la réponse, je suis Madame Irma, j'ai la réponse à toutes vos questions, pour embrayer sur un step 2 qu'on est en train de commencer à voir avec des outils comme Google Discover sur mobile notamment, on va vraiment passer à une logique d'assistant personnel. Et vous voyez que dans les différents outils Google, on commence à voir cette terminologie d'assistant personnel avec des outils aussi comme les collections, la possibilité de regrouper vos différentes requêtes sur une thématique, avec potentiellement Google qui va utiliser l'intelligence artificielle derrière pour vous suggérer directement des contenus depuis la page de Google, la page d'accueil de Google, sans même que vous ayez fait la moindre requête. Donc, moi, c'est un peu ce que j'appelle la gabelle de Google, c'est-à-dire que sur 100% des requêtes qui sont faites par un internaute, on va s'apercevoir que finalement, il y en a toute une partie qui ne génère finalement plus aucun clic.
Alors, c'est difficile d'estimer précisément ça, mais les différentes études qui ont été publiées ces dernières années montrent qu'aujourd'hui, on doit être à peu près entre 55-60% de recherches qui n'engendrent plus aucun clic, où Google fournit directement la réponse à l'internaute. Donc, c'est quand même assez massif. Je vous invite d'ailleurs à consulter le petit lien que je vous mets en bas à droite, qui est assez intéressant sur le sujet. Google n'est plus vraiment un moteur de recherche, mais est vraiment finalement le concurrent numéro un de tout le monde. Donc, c'est assez intéressant de se poser la question, notamment pour sortir de la Google dépendance. Alors, aujourd'hui, je vais parler principalement de Google et de SEO, mais il faut quand même arriver à comprendre que en acquisition d'audience aujourd'hui, on doit être capable de sortir de Google aussi. Donc ça, c'est le périmètre global du SEO tel qu'il est aujourd'hui. Donc, comme vous le voyez, c'est toujours plus concurrentiel, c'est toujours plus complexe d'arriver à émerger dans cet environnement. Donc, ça génère pourtant toujours un trafic massif, hein. Le SEO, ça reste le canal le plus héroïste, le plus massif, avec des frais moindres finalement par rapport à la publicité. Donc, ça reste très intéressant d'aller dessus. Pour autant, il faut savoir que c'est de plus en plus compliqué et du coup, d'où l'intérêt d'aller trouver vraiment les leviers qui sont les plus héroïstes, qui sont les plus performants, évidemment le plus à court terme possible. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous présenter une stratégie, une méthode en 4 temps. Je vais regrouper ça sur ces 4 temps qui sont finalement les grands classiques du SEO, hein. J'invente rien aujourd'hui sur cette partie-là. On va parler 1, stratégie, 2, technique, 3, contenu et 4, linking. Voilà, ça c'est le périmètre du SEO tel qu'il existe quasiment depuis toujours. Maintenant, ce qu'on va aller voir dans ces éléments, c'est comment on prend vraiment l'essentiel en partant principalement de l'analyse de data. Donc, on va vraiment parler de data et de SEO. Donc, pour commencer sur la stratégie, déjà, quand on parle de data, il faut bien comprendre que ce n'est pas forcément quelque chose qui doit vous faire peur. Là, on entend souvent parler depuis des années de big data. Ça peut faire peur. Souvent, c'est un petit peu pour rien. Parce que, évidemment, quand on parle de big data, on va parler de tous les services de votre entreprise. On va aller collecter tout ce qu'on peut avoir à disposition, les ciblages, etc. etc. Pour autant, finalement, la vraie data qu'on va exploiter en SEO, elle n'est pas non plus si massive, elle n'est pas impossible à traiter pour un kidam qui n'a pas forcément les outils de data science nécessaires. On peut faire déjà pas mal de choses avec des basiques. En gros, on va parler de 4 grands types de données aujourd'hui. Les premières sont les données Google, celles que Google va vous fournir spontanément sur votre site, c'est-à-dire les données analytics, les données de la Search Console. On va également parler de données de positionnement. Donc, quand je parle de positionnement, c'est vraiment la position du mot-clé pour le site dans Google, premier, deuxième, troisième, quatrième, etc. Donc, ces données de positionnement qui peuvent être fournies par des outils tiers ou des outils cybercités comme notre solution Data Garden. Voilà, et des outils marchés, des outils concurrentiels qui permettent. Voilà. Je ne vais pas forcément citer les outils, je le ferai à la fin en masse, mais voilà, en tout cas, on ne va pas forcément prendre de parti pris sur quel outil utiliser. Adrien pourra vous répondre dans la conversation si vous le souhaitez. Et c'est pareil pour les données off-page. Les données off-page, elles peuvent être fournies soit par nos outils cybercités, encore une fois Data Garden, ou alors des outils tiers qui font très bien ça sur le marché. À la rigueur, peu importe. Quel outil va être utilisé. On parlera également d'outils de données on-page, données de crawler. Et tout ça, finalement, ces 4 types de données qu'on va avoir, on va avoir 2 principales clés de réconciliation pour tout ça. Et les clés de réconciliation, finalement, c'est les informations qui sont communes à ces différents jeux de données. Donc, on parle des requêtes, c'est-à-dire les mots-clés, les expressions clés, et puis les URL, évidemment. Alors, quand on parle des outils SEO, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est pléthorique. Vous avez une offre d'outils SEO qui n'a jamais été aussi belle. Il y a des tonnes d'outils qui sont fantastiques. Les outils de nos concurrents sont très bien. Nos outils sont très bien. Les outils marchés sont très bien. Donc, finalement, c'est un peu la corne d'abondance et c'est difficile, je pense, pour un annonceur aujourd'hui de vraiment savoir quel outil va lui permettre de faire son SEO en mode clé en main. C'est des choses qu'on entend beaucoup et dont on entend souvent des besoins assez forts d'avoir un outil un petit peu qui fait tout. Et nous, finalement, ce qu'on constate, c'est quand on parle avec nos clients, c'est que les outils qu'ils ont pris, utilisés, testés, ils finissent un petit peu souvent comme ça. C'est-à-dire que l'offre pléthorique, soit elle n'est pas utilisée dans son intégralité, soit elle n'est pas comprise, soit les KPI qui sont présentés sont trop macro. Et du coup, finalement, sans la réelle expertise SEO, c'est très compliqué de faire ce reverse engineering des outils dont vous disposez pour comprendre comment ils marchent et quelle est la logique derrière. Et moi, mon positionnement là-dessus, c'est que si vous n'avez pas la vraie logique de comment ça fonctionne,
et de comment les outils calculent leur data, bah, vous perdez les biais, et les biais ils peuvent être très importants parce qu'on parle de SEO, donc on parle de choses qui sont incertaines dans beaucoup de cas. Donc du coup, bah, c'est très important d'arriver à comprendre comment ça fonctionne. Donc c'est pour ça que moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir un petit peu l'arrière-boutique, c'est-à-dire comment ça marche concrètement derrière. Donc, le schéma de traitement des données habituel, donc sur la plupart des outils, donc je vois que dans le sondage, vous avez répondu majoritairement SEMrush, donc c'est très bien, c'est un outil qu'on a utilisé ici pour cette étude, et du coup que vous pourrez potentiellement utiliser également. Les autres sont très bien également, il n'y a pas de souci. Donc c'est une méthode en 4 temps. En gros, l'analyse de données pour le SEO, c'est dans un premier temps nettoyer les différents jeux de données pour faire en sorte qu'ils soient propres au niveau du format, des URL et des expressions qui sont les clés de réconciliation. Ensuite, on va merger ces datasets. Donc, ces jeux de données, un dataset, c'est un jeu de données, donc un ensemble de données. On va les réconcilier, on va les matcher pour faire en sorte que ce soit finalement qu'une seule feuille Excel ou qu'un seul élément de base de données. On va les enrichir parfois, on va pouvoir créer nos propres indicateurs, soit en les calculant, soit en allant les chercher ailleurs, parce que vous pouvez avoir d'autres jeux de données que les 4 que j'ai précités auparavant. Et puis, on va aller chercher finalement la data réellement utile pour l'analyse qu'on veut mener, afin de faire une analyse très fine de ce qu'on va vouloir réellement optimiser en termes de priorité tactique pour aller créer de la valeur. Et de la valeur, ça va être du trafic qualifié et in fine des conversions. Aujourd'hui, on va beaucoup parler e-commerce, retail. Néanmoins, la méthode, elle s'applique dans n'importe quel secteur d'activité à partir du moment où il y a un élément de conversion qui va être un lead, un formulaire, peu importe, une newsletter, ça marche aussi. L'important, c'est d'avoir la data concrète des conversions, quoi. Donc, pour vous donner un exemple concret, donc là on rentre tout de suite dans le dur, voilà quelques exemples de ce qu'on peut retrouver. Donc on va encore une fois avoir les données de positionnement, donc là en l'occurrence voilà, c'est du SEMrush, donc c'est site fictif, on va avoir des mots-clés, la position, tout un ensemble de données qui sont déjà disponibles. On va avoir les données qui viennent de chez Google, donc la Search Console, avec les impressions, les clics, la position moyenne, les données qui viennent d'Analytics, avec des clics, avec des impressions. Il y a une petite erreur là sur le screenshot, mais peu importe. Donc sur Analytics, on va retrouver les sessions, on va retrouver les conversions et on va retrouver également les ventes. Donc c'est ça qui manque. On va le retrouver par la suite, donc, ce qui manquait, c'était la partie bleue, donc la partie vraiment purement réelle, c'est-à-dire le trafic réellement mesuré et les conversions réellement mesurées. Donc tout ça, on l'a mergé et on voit que du coup, par rapport à la clé de réconciliation, on a tout ça sur une seule ligne avec l'intégralité des données. Donc là, on a tous ces indicateurs natifs qui sont récupérés, qui sont au même endroit, qui sont stockés et qui nous permettent de faire des analyses croisées finalement entre les outils. Et ça commence à être très intéressant. Pour rendre ça encore plus intéressant et aller encore plus chercher de la valeur, on va calculer finalement des indicateurs. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des calculs parce que c'est un petit peu ma petite cuisine interne aussi. Néanmoins, c'est pour vous présenter aussi les méthodes de travail qu'on applique chez Cybercité et vous faire comprendre un petit peu comment ça fonctionne derrière. Donc, un des premiers calculs qu'on peut faire, c'est qu'on a le search volume, c'est-à-dire le search volume estimé par mois pour chaque mot-clé. Donc ça, c'est des données qui viennent au départ de Google et qui sont retraitées par certains outils. Cette donnée-là, elle vaut ce qu'elle vaut, elle n'est pas forcément toujours juste, néanmoins, c'est un bon élément de comparatif entre les différentes expressions clés qu'on va vouloir travailler, et ça nous permet d'avoir des grands niveaux de valeur. Donc ce search volume, finalement, on doit le faire matcher. Là, il est mensuel, il est estimé mensuel. Donc, il faut que ça matche avec finalement la période de trafic qu'on analyse. Là, j'ai un trafic qui est sur 11 mois, donc il faut que je calcule l'indicateur qui me dit quel est le search volume estimé sur 11 mois. Donc, c'est une multiplication simple, mais qu'il faut faire si on veut avoir la data la plus juste et la plus précise possible, tout en sachant que les indicateurs sont déjà imprécis au départ. Ensuite, finalement, il y a plusieurs calculs avec différentes règles de 3, en partant des données Search Console et en créant des répartitions de tous les mots-clés qui sont positionnés via une URL, pour croiser ça avec les données de trafic et de conversion de l'URL dans Google Analytics. Donc, des règles de 3, c'est pas plus compliqué que ça, je ne donne pas la formule ici, mais c'est finalement assez simple avec quelques étapes de reconstruire finalement ce node provided, c'est-à-dire cette information que Google ne donne plus. Mon mot-clé a généré tant de trafic sur cette URL-là. Donc on va le reconstruire et on va arriver à estimer finalement le trafic théorique du mot-clé tel qu'il devrait être. Donc ce n'est pas exact, ce n'est pas parfait. Néanmoins, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les outils du marché aujourd'hui
fonctionne plus ou moins de cette manière-là. Il y a plusieurs manières de reconstruire le node provided à partir des taux de clics, à partir du search volume, à partir des clics et des impressions dans Search Console, et en matchant ça avec vos données analytiques. Mais en gros, il faut bien comprendre que tout fonctionne comme ça. Donc, quand vous avez en gros un outil qui vous dit mots-clés et trafic, il faut comprendre que ça fonctionne comme ça. Et enfin, le dernier indicateur qu'on calcule ici, c'est la répartition marque hors marque des mots-clés. Encore une fois, voilà, l'idée, c'est de savoir quel est le trafic marque et quel est le trafic hors marque. Donc, tout simplement pour savoir quelle est la force de notre marque par rapport au trafic de conquête qui est représenté par le hors marque. Donc là, en l'occurrence, je l'ai fait avec des expressions régulières, donc des regex. C'est avec un outil qui s'appelle SEO Tools for Excel. Mais on peut le faire avec des filtres Excel, plus ou moins à la main, avec des si. Bref, sur Excel, on peut faire pas mal de choses en termes de filtrage pour identifier ça. Donc par la suite, on va commencer à analyser ces données-là. C'est-à-dire qu'à partir de mon jeu de données, de mon dataset, finalement, je vais créer des tableaux croisés dynamiques. Alors s'il y a une compétence à avoir aujourd'hui en SEO, pour moi, c'est Excel et les tableaux croisés dynamiques. Ça peut paraître barbare, néanmoins, les meilleurs analystes que je vois aujourd'hui sur le marché et avec lesquels on travaille sont capables de faire ça. C'est finalement une compétence qui est plus rare qu'on ne le pense, en tout cas qui est essentielle. Donc là, on va reconstruire finalement une sorte de visualisation de la visibilité de certains mots-clés. Donc là, j'ai gardé que les top mots-clés hors marque, c'est-à-dire ceux qui, selon mon dataset, sont les plus générateurs d'audience potentielle, et qui sont hors marque, et la position qui est représentée par les colonnes. Donc on voit par exemple que Playmobil, on est 4e, donc il y a une marge de manœuvre sur ce top mot-clé, qui est celui qui génère le plus de recherches mensuelles sur Google, pour aller chercher finalement de la croissance. Donc, on est vraiment sur identifier les mots-clés les plus intéressants et avec le plus de potentiel. Donc ce potentiel, on peut le calculer également avec des projections, c'est-à-dire que on reste dans le trafic théorique, ça reste une analyse qui est théorique, mais en tout cas, on est sûr que si on a des niveaux de progression importants, on peut les comparer les uns avec les autres avec des données qui sont similaires. Et généralement, quand on arrive à avoir des stratégies qui sont déployées en fonction de ça, on a des vrais résultats derrière. C'est peut-être théorique, mais quand on le met en pratique, c'est loin d'être fake, croyez-moi. Donc, par exemple, là, on va voir que donc, les positions qu'on a vues sur le tableau précédent sont flaguées en jaune ici. Donc, on va voir le trafic incrémental finalement qu'on peut aller gagner si on progresse d'une, deux, trois, quatre positions pour tout simplement identifier les mots-clés sur lesquels le gain potentiel est le plus fort. Donc là, je le fais avec du trafic, mais je pourrais très bien le faire avec de la conversion, avec du chiffre d'affaires directement, pour aller chercher déjà isoler les mots-clés qui ont une réelle valeur de conversion, donc fin de parcours de customer journey. Mais là, on le fait sur du trafic pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, en gros, je suis 4e. Si je suis premier, je gagne 46 230 visites théoriques. Là, ça permet vraiment de comparer l'essentiel. Ici, tout ce que je vous montre, c'est fait avec Excel. Néanmoins, on sait et on peut faire la même chose avec d'autres outils qui sont des outils plus de data science, des outils des langages de développement comme R ou comme Python, des outils de data science comme Dataiku et des outils de visualisation comme Shiny qui sont vraiment des gros outils de gain de temps pour faire la même chose mais plus vite en gros. Donc voilà, ça c'est la base de tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment je réconcilie tous ces jeux de données, je les merge en un seul et derrière je m'en sers pour toutes mes actions d'optimisation quelles qu'elles soient. Donc là on va aller voir finalement le deuxième levier, donc j'ai parlé de stratégie, maintenant on va parler de technique pour aller chercher les actions techniques qui ont de la valeur. Donc déjà, quand on parle de technique, juste pour reprendre un petit peu les bases, on comprend que Google fonctionne de la manière suivante. Je crawl les sites, je crawl les pages, je traverse les différents liens du site, j'indexe et je stocke les pages, je les classifie, je les hiérarchise, je leur attribue des critères de positionnement, je fais passer mon intelligence artificielle dessus si je ne connais pas les requêtes, et on arrive in fine à un positionnement qui est finalement plus ou moins en temps réel aujourd'hui. Donc, cette première étape, elle est essentielle, cette étape de crawl. Et nous, ce qu'on recommande tout de suite, c'est que vous devez avoir une bonne connaissance finalement de comment est construit votre site en termes de cartographie tel que Google le voit. C'est un bon moyen de gérer ce qu'on appelle le crawl budget, c'est-à-dire en gros les ressources qu'attribue Google lors de ces différents crawls à votre site et ce qui va crawler plus ou moins de pages. C'est vraiment essentiel d'avoir cette cartographie globale. Pour ça, il faut simuler finalement ce que fait Google sur votre site. C'est la première étape, c'est de se dire on va crawler comme le ferait Google.
des crawlers, encore une fois, il y en a plein. Là, je vous mets quelques outils qui font ce job-là avec plus ou moins de détails, plus ou moins de niveau d'analyse, des outils les plus basiques aux outils les plus complexes et les plus clés en main en SaaS, voilà, sans donner de préférence particulière. Là, aujourd'hui, je vous montre juste tout simplement comment fonctionne un crawler comme Screaming Frog, avec différents types de configurations qu'on peut avoir. On peut aller configurer le robot.txt, est-ce qu'on va vouloir crawler les sous-domaines, les différents répertoires, respecter le robot.txt ou pas. On peut tester le robot.txt de manière virtuelle pour savoir s'il a un impact sur le crawl ou pas. Et puis, on va pouvoir choisir ce qu'on appelle le user agent, c'est-à-dire pour qui je me fais passer en gros aux yeux du site. Et là, je me fais passer pour Googlebot Smartphone en l'occurrence. On lance un crawl. Donc, en fait, en termes de configuration, il y a 3 clics à faire. Une URL à rentrer, un bouton Start à cliquer. C'est un outil qui est gratuit sur la partie basique, qui peut être payant pour avoir des fonctionnalités additionnelles, mais ça, quand même, ça fait le job. C'est-à-dire que ça va vous fournir très rapidement, finalement, l'intégralité des URL de votre site, à la manière de Google. On ne peut pas dire que c'est exactement le fonctionnement de Google parce que quand on compare avec ce qu'on voit dans les log serveurs, il y a forcément des divergences parfois. Néanmoins, c'est un très très bon moyen de commencer à travailler la technique. C'est même le seul moyen pour moi de travailler la technique sur un site, c'est de savoir de quoi on parle, quel est le global et la cartographie de votre site. Donc, ces outils-là, ils vont vous permettre de lister tout ça. Et par la suite, différents autres outils. Alors, il y a des crawlers qui permettent directement de faire la cartographie et la segmentation de votre crawl directement dans l'outil. On voit le screenshot en bas à droite avec produits, combinaisons, etc. Mais ça fonctionne quasiment toujours avec, encore une fois, des expressions régulières. C'est-à-dire, l'URL contient ça, alors elle est dans la catégorie up. C'est-à-dire que là, par exemple, j'isole tout ce qui contient magasin et je le catégorise comme magasin. Donc là, je vous ai mis la formule, c'est un regex match. C'est pas très compliqué dans l'absolu, il faut juste arriver à comprendre comment fonctionnent les regex, et il y a des outils super bien en ligne, comme celui que je vous mets juste au-dessus, là, regex 101, qui est très pratique pour tester un petit peu et apprivoiser les règles qui peuvent sembler barbares d'un premier abord, mais pour les utilisations qu'on en a, nous, en tant que SEO, par rapport à des développeurs, finalement, c'est assez simple à comprendre une fois qu'on a mis les mains dedans. Donc voilà, ça permet de classifier votre crawl et de savoir quelle est la part de vos fiches produits sur votre site, quelle est la part de vos pages de filtre, quelle est la part de vos pages éditoriales, et ça vous permet quand même d'avoir une grande vision de comment Google voit votre site. Du coup, ça veut dire que par la suite, on va pouvoir mettre en place des optimisations qui sont des optimisations simples et basiques du SEO, mais avec un angle stratégique issu de la data. Donc, une des recos les plus classiques qu'on voit partout sur la modification des balises title, notamment, aller trouver le bon titre, et en utilisant la data, on va pouvoir finalement aller réellement trouver ce qui crée de la valeur. Alors, je vous montre un exemple. On reprend ce fameux dataset et on va y rajouter, puisqu'on a des données on-page qu'on a récupérées dans le crawler, on a la clé de réconciliation d'URL, donc on peut le rajouter à notre dataset sans aucun problème. Donc on a le title, et on rajoute un nouvel indicateur de calcul qui va dire est-ce que mon mot-clé magasin jouet est présent ou pas dans le title, vrai ou faux. Et cet indicateur-là, dans une colonne dédiée, va nous permettre de créer des analyses derrière. Donc l'exemple que je prends ici, c'est un crawl fictif. On va isoler toutes les URL qui contiennent le mot-clé Hatchimals. Donc on est dans la thématique du jouet. C'est un peu mon truc en ce moment, au confinement, 3 gosses, on s'amuse bien. Donc Hatchimals, c'est des petits personnages à collectionner. Voilà. Des licornes, bref. Donc ces Hatchimals, on va s'apercevoir que finalement mon site, il a une dizaine d'URL qui ont du positionnement sur Google sur cette thématique. On a l'indication du réel trafic SEO de ces landing pages. Donc ça vient d'Analytics. Donc déjà, on voit qu'on a la flèche montante vers le haut, c'est-à-dire qu'on a un schéma de maillage préférentiel. On sait que la top page, c'est la page 1, donc la première, avec plus de 60 000 visites. Donc on sait que quand on va devoir travailler le maillage plus tard, et on en reparlera, on a déjà ça. Nous, ici, on va surtout travailler le title. Donc, on a toutes ces URL-là, on va prendre la première et on va se dire, OK, le title, c'est Hatchimals, les adorables petites figurines à collectionner. Que va-t-on faire de ça? On sait que adorable, petite, c'est pas forcément super utile pour le SEO. C'est incitatif, c'est marketing, c'est tout ce que vous voulez, mais potentiellement, on peut faire encore mieux. On peut matcher
le marketing et le fait de convaincre de cliquer sur un site dans la SERP de Google, tout en utilisant les bons termes, ceux qui sont en plus recherchés sur les top mots-clés qui rankent sur Google. Et on va aller isoler quelques termes dont on voit qui sont intéressants et utiles et qui pourraient potentiellement rechallenger la balise title actuelle. œufs, maison, pas cher, prix, tout ça, c'est des compléments de requêtes qui sont essentiels pour aller créer de la valeur et aller trouver ce qui amène réellement du trafic qualifié et in fine de la conversion. Alors justement, là, en l'occurrence, là, on parlait que de trafic, mais quand on va parler de conversion, c'est important d'aller chercher l'essentiel. C'est-à-dire qu'on va voir que sur mes 10 ou quelques URL qui étaient positionnés, bah, finalement, il n'y en a qu'une seule qui a généré des ventes sur les 11 derniers mois. Donc des ventes, c'est-à-dire j'arrive sur cette page-là et au sein de ma navigation derrière, je vais convertir. Et on s'aperçoit que la réelle pépite sur cette thématique, finalement, c'est le calendrier de l'Avent. Voilà. Donc le calendrier de l'Avent, Hachimal, c'est celui finalement qui a le plus performé. Alors certes, pendant une période déterminée qui est liée à la saisonnalité, mais si on veut être plus fort à Noël l'année prochaine, bah, potentiellement, il va falloir faire en sorte que le terme calendrier soit présent quasiment toute l'année et que le maillage interne aussi de cette thématique-là aille dans ce sens-là pour aller chercher la valeur la plus essentielle, la plus performante. On est sur un site de jouets, la grosse période c'est Noël, donc si on doit mettre le paquet, c'est toute l'année pour Noël. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça qu'on travaille chez Cybercité quand on parle d'analyse de données pour optimiser les balises title. Deuxième élément technique, c'est le workflow. Alors, comment on évite de se laisser submerger par une hygiène douteuse sur un site internet voilà, petit tsunami. Le workflow, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la logique de se dire, est-ce que j'ai des erreurs sur mon site? Est-ce qu'il est propre? Alors pareil, hein, ça peut paraître simple et trivial. Néanmoins, avec l'analyse que vous avez faite dans votre crawler et le fait de le rajouter au dataset, vous avez vos URL prioritaires, vos contenus prioritaires, et vous savez s'ils sont propres ou pas, s'il y a des soucis ou pas dessus. Donc là, on va aller voir par exemple que sur le site de Nike, quand on est sur la catégorie femmes, le lien vers skateboard est une erreur 404. On peut faire remonter ça dynamiquement dans Data Studio via la Search Console. Bref, il y a tout un ensemble de choses qui sont possibles en termes de monitoring. Le workflow, ça a également des importances cruciales dans le lien entre la SERP, l'intention utilisateur et la conversion derrière. On va s'apercevoir assez rapidement finalement que quand on tape certains mots-clés, déjà le premier test à faire, c'est d'aller voir ce qui se passe sur Google. Là, je vous prends 3 exemples de sites. J'ai tapé Jersey Vikings NFL Cook. Je cherche un maillot de football américain du joueur de l'équipe des Minnesota Vikings qui s'appelle Cook. Premier résultat, c'est pas le bon joueur. Donc il y a probablement peu de chances que j'achète quelque chose et que je revienne sur ce site-là. Le deuxième, c'est un produit qui est indisponible. Là, il y a eu un boulot de SEO qui est de garder la position, garder le contenu et faire en sorte potentiellement d'avoir une inscription newsletter ou une alerte quand le produit est à nouveau disponible. Donc, maybe plus tard. Et puis, le troisième, c'est la vraie dispo, la promo, la réalité de la conversion. Donc, nous, c'est ça qu'on recherche. Sur chacune des pages cruciales du site, on s'assure qu'il y a un match entre l'intention utilisateur du mot-clé et la capacité à performer du site derrière pour aller finalement répondre au mieux à l'intention. Donc finalement, un workflow, qu'est-ce que c'est? C'est qu'est-ce qu'il se passe si ma balise title, mon URL, bref, un élément de mon site est modifié ou déplacé, est supprimé, est désactivé. Et tout ça, évidemment, si on veut le faire de manière massive, c'est potentiellement des gros développements, ça veut dire reprendre des choses sur le CMS, donc ce n'est pas toujours possible. Avec notre dataset qu'on a prévu dès le départ, on peut le faire par priorité, et il y a des choses qu'on peut faire manuellement. Faire des redirections manuelles dans plein de CMS, c'est possible, mais il faut le faire sur finalement ce qui est vraiment essentiel pour vous, pour être sûr de ne pas avoir de problème, notamment avec ce que j'appelle les HIPO, donc les Highest Paid Person Opinion, voilà, le directeur de votre boîte qui navigue sur le site une fois par an et puis qui se prend une erreur 404 sur un truc crucial. Potentiellement, ça peut coûter cher au site, au service, parce qu'il y a des décisions qui peuvent être prises de manière un peu épidermique tout de suite après. Donc voilà, c'est vraiment essentiel le workflow. C'est un des éléments cruciaux du SEO e-commerce aujourd'hui, mais plus largement également. Le troisième élément sur la partie technique, c'est le filtrage. Donc là, c'est vraiment propre au site e-commerce. Les filtres, aujourd'hui, c'est un des générateurs les plus massifs de duplicate URL. Donc, duplicate URL same text, duplication de contenu. Voilà, 2 pages différentes, chaussures de sport homme, taille 41, Adidas original, et la même chose en taille 42. On voit que c'est exactement la même page. Donc, finalement, ça, on le détecte assez facilement. Et derrière, on va pouvoir aller le retravailler et s'assurer que nos différents niveaux de filtre soient indexables ou non, selon les cas de figure.
Donc, ça veut dire que lister les filtres est essentiel. On l'a fait dans le crawl. Prioriser les filtres est essentiel. Le tri par motif ne va peut-être pas forcément être intéressant, là où le filtre par marque va être essentiel. Donc, on va choisir si on bloque à l'indexation et au crawl ou si on optimise. Si on bloque le crawl, c'est robot.txt comme on le voit sur la droite. Si on optimise, ça veut dire créer le schéma de maillage qui va bien, les optimisations qui vont bien, et analyser que ça fonctionne, que ça performe derrière, ou alors on repart sur une itération à zéro. Levier numéro 3, le contenu. Le contenu, vous le savez tous, vous l'avez tous entendu sur les différentes confs SEO que vous avez pu voir, c'est aller chercher l'intention d'utilisateur. Et moi, ce que je rajoute tout le temps, c'est montrer l'expertise réelle. C'est-à-dire que c'est vraiment souvent la chose qui manque le plus. On le voit dans tous les résultats sur la SERP, le fait que quand on a un client notamment qui veut performer sur une théma, il faut qu'il aille vraiment montrer son expertise. Là, l'exemple que je donne, c'est sur les vérandas, sur un mot-clé super crucial et qui est très transformateur, qui est prix véranda. On voit que Google, finalement, ce qui met en valeur, c'est les comparatifs par type de véranda, en alu, en bois, en PVC, avec les prix en face, les prix moyens au mètre carré. Donc vraiment des données tangibles que l'internaute qui est en phase initiale de conversion, je n'ai pas encore décidé ce que je veux, à ce stade-là, finalement, il a besoin d'une réelle expertise et qu'on lui fasse l'argumentaire. Quand vous avez un vendeur qui arrive chez vous, un client qui arrive chez vous, vos vendeurs, ils vont expliquer pourquoi il faut choisir la véranda en alu. Donc finalement, quand vous fournissez un contenu qui est exclusivement dédié à la véranda alu et que vous parlez du prix et que vous dites oui, c'est quand même un peu mieux parce que le rapport qualité-prix, blablabla, si vous ne fournissez pas l'argumentaire complet, vous ne donnez pas l'intégralité de votre expertise, donc vous êtes non pertinent par rapport à ce type de résultat-là qui sont faits par des comparateurs ou par des sites éditoriaux qui vont derrière vous revendre les leads, qui vont avoir gagné. Donc autant dire que c'est plutôt intéressant d'aller donner un peu de contenu gratuit à l'internaute sur le pourquoi choisir tel ou tel type de produit, même en proposant du discours sur des produits que vous ne vendez pas, pour aller montrer votre expertise. Et ça, finalement, vous pouvez le faire, encore une fois, sur la base des priorisations qu'on a fait au préalable. Sur les fiches produits, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va toujours aller chercher la micro-optimisation vraiment héroïste à partir de notre dataset initial. Là, on le retravaille, c'est-à-dire qu'on repart du départ et on rajoute des éléments concurrentiels pour se dire, voilà, je veux me comparer à X concurrents et je veux savoir finalement quel est le trafic estimé de ce concurrent par rapport à moi. Là, ma problématique micro, c'est ce type de produit n'est pas suffisamment vendu. Les épuisettes, les têtes d'épuisettes lumineuses qui permettent de pêcher en faisant de la lumière la nuit. Donc à ce stade-là, ma question c'est comment je vais faire pour aller cibler cet essentiel, comment je vais faire pour aller gagner de la valeur. Donc je sais que mon titre de produit tête lumineuse, moi il me paraît pertinent parce que je suis un expert. Maintenant, il faut savoir redevenir novice pour un temps, savoir aller refaire des analyses de mots-clés sur cette thématique bien précise, voir que peut-être que les mots-clés les plus pertinents, c'est plus lampe de pêche, par exemple, ou lampe frontale, pêche en mer, ou etc. Bref, en tout cas, tout ça, c'est à challenger, c'est à discuter pour avoir l'intégralité du périmètre sémantique. Et surtout, on va s'apercevoir que oui, évidemment, il faut répondre aux experts qui connaissent le produit, qui savent ce qu'ils veulent, qui connaissent la marque, mais il faut aussi aller repartir au début de la Customer Journey, où on va parler finalement de pêche de nuit. Voilà, j'ai entendu parler de pêche de nuit, je ne connais pas, j'ai jamais testé, qu'est-ce que c'est? Donc on va repartir du début, on va élargir le sujet, créer des dossiers thématiques, et là on va aller mettre du maillage vers les pages produits qui performent, etc. En retravaillant les titres de fiches produits, en retravaillant le contenu des fiches produits, en utilisant l'intégralité des termes qu'on aura vus qui sont utiles dans cette thématique. Donc c'est vraiment le côté, je stocke tout ça, je prends l'essentiel et je le rediffuse dans mon site de manière pyramidale. Une autre recommandation qui est très éditoriale, même si elle peut être structurelle, mais là on va parler de la version éditoriale, c'est le maillage interne. Le link juice que vous recevez de vos liens externes, il se diffuse dans votre site un petit peu comme une fontaine de champagne. Et finalement, là où on a la frontière entre le off-page et le on-page, c'est que votre link juice, il va falloir le conserver chez vous et le concentrer sur les pages qui ont le plus de valeur. Donc tout à l'heure, rappelez-vous, je vous ai parlé des HTML, c'est un petit peu ça l'idée. Alors évidemment, dans l'idéal, on va vouloir créer des silos, on va vouloir créer des clusters thématiques bien hermétiques et bien propres, mais ça, c'est souvent très complexe à mettre en place parce que ça impacte vraiment toute l'infrastructure de votre site. Là, on va aller dans le quick win et on va se dire qu'il faut arriver à comprendre que déjà, Google, il clusterise nativement. Quand vous faites une requête dans la SERP, souvent, Google il va clusteriser toutes les informations qu'il a pour en présenter le maximum et être sûr de répondre à l'intention internaute finalement. Donc, à partir du moment où Google fait ça, vous savez que c'est ce qu'il attend en fait.
Donc, votre maillage, il faut qu'il soit d'un côté structurel, évidemment, hein, les fameux silos, donc les menus, les méga menus qui souvent sont beaucoup trop larges et du coup pas assez clusterisés, les différents outils qui vous permettent de faire du maillage par type de produit, donc du lien croisé. On va également pouvoir aller chercher des informations de détail donc dans nos analyses de crawl sur les pages de destination, c'est-à-dire je prends une URL stratégique ou une URL qui fait partie d'un bloc sémantique stratégique, donc toutes les pages liées au livre Harry Potter, pour voir finalement quels sont les liens. Donc là, l'outil que j'utilise, c'est un add-on Chrome qui permet de voir tous les liens présents sur une page. Ça vous permet de lister tout ça et de vous assurer que les top liens qui sont présents directement dans le contenu, dans le contenu de la fiche de produit, la fiche description, soient réellement optimisés sur les bons termes, avec des liens vers les bonnes pages, le plus hiérarchisé possible vers la top page convertrice, qui sera la page qui regroupe tous les épisodes finalement de la saga Harry Potter avec un vrai descriptif technique, etc. On va également faire la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire prendre une page donnée, donc là je repars un peu sur mes vérandas, et dire voilà quelles sont dans mon site les pages qui envoient des liens vers cette page qui est une page stratégique. Je présente ma véranda en alu. C'est ma page de conversion sur le mot-clé véranda en alu. Or, on s'aperçoit quand on reprend le crawl que dans les fameux liens entrants de cette page-là, toutes les encres de liens sont sur les produits, options, personnalisation, et qu'il n'y a aucun moyen pour Google, d'un point de vue sémantique et maillage interne, de comprendre finalement quel est l'environnement sémantique de cette page-là et de quoi elle parle. Alors qu'on devrait avoir toutes nos vérandas en alu, vérandas en aluminium, etc., dans les différentes angles de liens le plus varié possible et le plus ciblé possible. Donc ça se travaille à la main. C'est tout simplement un truc qu'on peut faire de manière tactique et c'est hyper efficace. C'est un des éléments on-page qui fonctionne le mieux, qui est coûteux en temps, parce que ça prend du temps à faire. Mais si vous le faites sur les bonnes pages et que vous sélectionnez les 5 pages top converteurs, bah finalement, le temps que vous allez y passer, il n'est pas si énorme. Et par contre, les gains que vous pouvez avoir sont assez massifs tout de suite. Et vous savez que derrière, les actions que vous allez mettre en place sur le off-page ou sur l'amélioration du contenu ou les améliorations structurelles, eh ben, ça va encore plus amener de la valeur à ces pages qui auront été vraiment travaillées spécifiquement. Voilà, donc on a vu les 3 premiers leviers. Le dernier des leviers, c'est la partie off-page, donc le linking. Quand on parle de linking, un des premiers éléments à toujours avoir en tête, c'est déjà savoir où est-ce qu'on se positionne dans l'environnement concurrentiel, l'environnement marché. Bon, un des outils sympas pour faire ça, c'est Google Trends. Ça vous permet de voir un peu les grandes tendances de recherche. Donc là, je compare des gros, hein, Cdiscount, Rakuten, Amazon. On voit un peu les niveaux de concurrence et en gros ce qu'on est en mesure d'attendre d'un site ou pas. C'est plus facile d'aller concurrencer Amazon si on est vraiment spécialiste d'une thématique. Sur la partie générique, globale, e-commerce, ça devient plus compliqué. Donc on sait que les niveaux de concurrence sont à analyser. On a également la capacité, alors nous on le fait avec notre outil Data Garden, qui est un outil d'analyse SEO global, mais qui permet également de faire de la serpologie, c'est-à-dire qu'on va avoir une analyse, une couverture de visibilité des différents sites sur un ensemble de mots-clés donnés. On peut récupérer également d'autres informations comme la recherche universelle, les différents types de ciblage qu'on peut attendre, les people also ask, etc., les featured snippets, etc., etc. Mais là, l'intérêt, c'est de savoir finalement quelle est notre part de marché sur la visibilité des mots-clés qu'on va cibler. Sans savoir ça, finalement, on ne sait pas quel est le potentiel de notre site et est-ce que ça va être possible ou pas, en année 1, 2, 3, 4, d'aller chercher tel ou tel type de mots-clés. Donc il faut savoir quand même qu'on ne peut pas avoir n'importe quel mot-clé avec n'importe quel site sans avoir plusieurs années de travail de SEO derrière. Donc il faut arriver à trouver le bon niveau concurrentiel possible et faisable. Pour ça, quand on parle de off-page, il y a plein d'outils, les Majestic SEO, les Ahrefs, etc., qui sont très bien, qui font plein de choses. SEMrush le fait également, qui vous fournissent des KPI macro, le Trust Flow, le Citation Flow, Citation Flow, le rang Ahref, etc., etc. Donc tout ça, c'est très bien, mais ça ne vous aide à rien concrètement quand vous devez avancer sur le ranking de votre site de manière rapide, facile, avec de l'optimisation concrète. Donc nous, ce qu'on va proposer, c'est, bon, évidemment, on prend ça en compte, c'est évident, c'est la base du SEO, mais on doit aussi aller faire des analyses fines. C'est-à-dire que nous, on va récupérer ces exports de données qui sont fournis par les outils dans le détail. L'URL de tel site fait un lien vers telle page de mon site avec telle encre de lien, et on va analyser ça, encore une fois, en cartographie. Donc, on va cartographier le type d'encre. Est-ce que mes encres externes sont optimisées ou pas?
Est-ce que ce sont des encres génériques ou optimisées? On va aller plus finement sur le type de mots-clés qu'elles vont cibler, dans le détail, et on va aller voir sur quel type de page finalement ces liens sont renvoyés. Donc, est-ce que c'est sur la homepage? Là, c'est 30% de homepage et 60% de page édito. On n'a aucune page catégorie produit qui reçoit des liens. Donc, potentiellement, il y a des choses à ajuster de ce côté-là. Pourquoi? Parce que un des premiers moyens d'aller chercher de l'argent facile en netlinking et en SEO off-page, c'est d'aller corriger finalement les erreurs du passé, quelles qu'elles soient, que ce soit des refontes précédentes, que ce soit des changements dans le site qui ont été faits, les fameuses erreurs hygiéniques qu'on a vues plus tôt, les pages 404, etc. Tout ça, on l'a déjà, on l'a dans le crawl, donc on l'a dans notre dataset, auquel on a rajouté les fameux éléments off-page pour avoir un dataset stratégique complet. Donc, encore une fois, on a fait des itérations. Mon dataset, je le nourris régulièrement, je le mets à jour régulièrement, et ça me permet d'avoir des datas qui sont fiables, propres, à jour, pour aller prendre les bonnes décisions. Donc là, je vois qu'il y a 70% sur ce site-là, en l'occurrence, de liens externes qui arrivent sur des pages 404. Donc c'est quand même un vrai problème et c'est un vrai gain quick win très facile à résoudre avec des redirections 301. Après, plus long pour aller changer les liens au départ sur les sites tiers, mais déjà avec des 301, des redirections, vous allez pouvoir améliorer la qualité de votre link juice et éviter de le perdre complètement. À partir du moment où on rajoute les éléments off-page, on a l'intégralité de la stratégie, c'est-à-dire qu'on a tout dans notre dataset, tout ce qu'on peut imaginer en SEO, indépendamment des KPI que vous aurez pu remonter vous, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans le dataset, vous pouvez aussi intégrer des éléments qui vous appartiennent, les taux de marge des produits, voilà, des niveaux de priorité que vous auriez mis, vous-même. Et du coup, il y a un autre niveau de priorisation qu'on peut mettre en place, c'est que là, on a déterminé des actions. Donc, on va potentiellement pouvoir dire, là, j'ai identifié que sur cette URL-là, il y a 3 actions à mettre en place, du maillage, du title, une URL en erreur, des liens à aller chercher. Donc, 3, 4 actions, ça me permet de prioriser par rapport à une URL qui a besoin que d'une seule action. Donc, on va aussi nourrir le dataset avec des niveaux de priorité différents qu'on va affiner au fil de l'eau. Un exemple de ce qu'on peut analyser sur la partie off-page du dataset, c'est sur la partie maillage interne, encore une fois. Isoler les pages importantes qui reçoivent beaucoup de liens en interne, mais qui ne reçoivent que très peu de link juice externes, donc des liens off-page directs. Ou alors l'inverse, c'est-à-dire des pages qui reçoivent un link juice externe fort, mais qui sont trop peu maillées en interne ou pas avec les bonnes encres, etc. Donc c'est un moyen, encore une fois, de nourrir votre analyse. Enfin, en termes d'optimisation off-page, on peut rajouter également au dataset des éléments concurrentiels pour travailler le taux de présence, c'est-à-dire quels sont les spots de netlinking entre guillemets faciles sur lesquels on pourrait imaginer aller se positionner. Alors, je ne vais pas parler dans le détail de Black Hat SEO, de choses comme ça, de netlinking, de rachat de domaine ou des choses comme ça. Ce n'est pas forcément à la portée du premier venu et surtout pas forcément évident quand on est un annonceur et qu'on a d'autres choses à faire. Néanmoins, avec des éléments simples comme le taux de présence de la concurrence, on peut quand même aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc, ça veut dire qu'avec de simples éléments exportés des différents outils qui sont disponibles sur le marché sur la partie off-page, on peut savoir que sur les 4 ou 5 concurrents que vous allez analyser, on a un taux de présence sur tel ou tel site de 80%, de 60%. Donc, en gros, il y a 4 de mes concurrents qui sont présents sur un site et qui reçoivent des liens depuis ce site-là, et moi, je n'en ai pas. Donc, potentiellement, il n'y a aucune raison qu'en allant chercher ce lien-là, je ne puisse pas l'obtenir. Je vais hiérarchiser ça en fonction des différents KPI de domain score qu'on va avoir à disposition dans les outils, et je vais prioriser, et je vais aller faire soit les inscriptions, soit les demandes de partenariat, etc., pour moi aussi obtenir le même niveau de maillage externe que mon environnement concurrentiel finalement. Donc, pour conclure, alors, je suis un peu désolé d'être allé aussi vite, j'aurais aimé creuser et parler toute la journée avec vous sur ce sujet-là, mais voilà, Jean-François parlera de netlinking également tout à l'heure, Olivier Andrieux parlera un petit peu de balises et de microdata juste après, donc voilà, il faut aussi compléter. Moi, ce que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a des quick wins en SEO. Le SEO, c'est une grande pyramide qui est composée d'un ensemble de briques assez important. Évidemment, on peut enlever certaines briques sans que la pyramide ne tombe en miettes et s'écroule complètement. Par contre, dans cette pyramide, il y a quelques clés de voûte qui sont vraiment essentielles et sur lesquelles on peut bâtir des fondations assez solides. Il y en a tout un ensemble qui relève d'infrastructures et de modifications lourdes,
Donc, c'est toujours des choses qu'on doit recommander et qu'on doit mettre en place sur une roadmap technique longue, long terme, sur une roadmap éditoriale longue également. Mais si vous utilisez correctement la data qui est à votre disposition au quotidien, vous avez la capacité à prendre des décisions qui vous permettent d'avoir des résultats tout de même rapides, même sur un levier comme le SEO. Donc, c'est vraiment essentiel de comprendre ça. Voilà, on arrive au bout de la conférence. Vous avez la capacité à télécharger des livres blancs sur les différentes thématiques qu'on traite chez Cybercité. Le SEO, bien évidemment, mais également Google Analytics, Google Ads, les refontes, rater sa refonte, réussir sa refonte, le binôme démoniaque. On a également édité un nouvel épisode de notre série More Traffic, More Business avec les nouvelles pistes de business. On parle notamment de recherche visuelle. C'est assez sympa à lire. N'hésitez pas à télécharger tout ça sur l'URL qu'Adrien vous envoie dans la conversation. Voilà, on a fini. 9h45, 45 minutes pile poil. Je suis content, même si c'est allé un peu vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn, Alban Renard, Cybercité. Vous ne devriez pas avoir trop de mal à me trouver. Et puis sinon, vous pouvez prendre contact avec nos équipes également pour discuter des différents sujets qu'on a vus aujourd'hui. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous a plu et que vous avez des takeaways que vous pouvez utiliser. Je ne fournis pas toutes les formules Excel ou toutes les analyses, mais vous pouvez venir en discuter avec moi par la suite, il n'y a pas de problème. Voilà, je vous remercie, passez une bonne journée et j'espère que vous allez prendre plaisir à regarder les autres conférences. Bonne journée à tous.